j'ai fait un mémoire sur Colette et le théâtre. Et en travaillant sur les relations entre Colette et le théâtre, je suis tombée sur le cinéma qui était au centre de mes intérêts. Et donc j'ai décidé de faire une thèse sur Colette et le cinéma, et donc les relations entre le cinéma et la littérature. Et puis petit à petit, à travers les recherches d'archives, à travers la relecture de ces œuvres, j'ai construit un texte dont ce livre est une condensation, on va dire, une synthèse, mais qui a justement la volonté de rejoindre un public plus large que celui des spécialistes pour nous rappeler que Colette a pratiqué le cinéma. Donc elle a commencé déjà dans les années 10 à écrire des critiques sur le cinéma, et notamment elle a collaboré avec Le Film, donc la revue qui a donné naissance à la critique cinématographique en France. Et après elle a continué pendant toute sa vie, mais l'activité de critique est seulement une partie de ses relations avec le cinéma. En 1952, Yannick Bellon a réalisé un documentaire qui s'intitule justement Colette, où la grande dame de la littérature française, désormais vers la fin de sa vie, est filmée dans son appartement du Palais Royal, avec son mari, avec sa bonne, avec Jean Cocteau. Et en même temps, on fait un petit trajet, une balade à travers toutes les maisons qui ont été significatives pour elle dans sa vie et dans ses œuvres. Dis-moi, à propos de Courrier, il faudrait tout de même prendre une décision pour ce film qu'on te demande. Tu sais, le film sur toi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'en pense que je cessais d'être photogénique. Elle était dans la lignée, par exemple, de Louis Deluc, donc une critique consciente du potentiel artistique du cinéma et en même temps consciente de son côté divertissement, loisir, populaire. Elle n'a jamais voulu se priver de critiquer les mauvais films ou le cinéma médiocre et sérialisé, comme elle a voulu souligner par exemple la nouveauté absolument inédite et frappante en France d'un film comme Forfaiture, dont elle a écrit parmi les premiers et dont elle a donné une lecture absolument impeccable. Elle a écrit plusieurs textes sur le cinéma, le potentiel documentaire du cinéma. Elle a souligné l'importance didactique que le cinéma documentaire pouvait avoir. Est-ce un hasard si ses premières critiques étaient sur du documentaire et non de la fiction? En fait, ses premières critiques étaent sur la fiction aussi, oui, de la même façon. Donc après, elle a écrit en même temps et après, mais elle a commencé avec la fiction parce que justement le film, mais Excelsior aussi, où elle a publié ses premiers textes, s'occupait surtout de la fiction. Donc elle était décidément intéressée à la fiction aussi. Mais c'est vrai qu'elle a développé, à la différence d'autres critiques de l'époque, cette attirance qu'elle avait pour le documentaire et sa dimension pédagogique potentielle. C'est très moderne de son côté. Dans les années 10, elle allait en salle voir les films. Probablement, elle ne prenait pas des notes, il n'y a pas des traces de ça. Et après, elle rentrait, elle écrivait son texte, qu'elle travaillait plutôt de manière assez approfondie, comme elle faisait toujours avec tous ses écrits, mais c'est vrai qu'elle a toujours eu elle a bientôt développé cette capacité journalistique à écrire plusieurs textes dans peu de temps.
Et elle allait au cinéma, en fait. Elle allait au cinéma, elle allait en salle. Et c'est de cette manière aussi qu'elle a pu parler des réactions du public en salle, de la sueur, des rires, des commentaires plus ou moins intéressants des gens qui assistaient à la projection. Dans les années 30, où elle reprend un petit peu de manière plus importante l'écriture sur le cinéma, elle consacre plusieurs textes aux acteurs, par exemple, français et non français. Alors là, probablement, elle recevait aussi des matériaux publicitaires ou des informations. Mais dans les années 10, c'est vrai qu'elle était parmi les premiers. Donc, elle faisait ça de manière assez simple. Elle allait en salle, elle voyait le film, elle en écrivait. C'est-à-dire que quand elle écrivait sur un film, elle écrivait également sur l'ambiance de la salle? Exactement. C'est une caractéristique collettienne qu'elle a appliquée à ses critiques de théâtre et de cinéma, c'est-à-dire pour elle, il y avait la scène, l'écran et la salle et le public. C'est pour cette raison que je parlais tout à l'heure du respect pour le spectateur, c'est-à-dire que le spectateur faisait partie du spectacle et ses réactions étaient importantes, même si c'était parfois l'occasion pour faire remarquer sur la page que ce film avait tendance, certains films avaient tendance à susciter des émotions un peu basiques, on va dire, et donc qu'on pouvait améliorer. Mais la réaction, la présence même physique du public en salle était quelque chose qui a toujours compté pour elle et qu'elle transmet dans ses textes. Colette a été aussi une femme de cinéma. Elle a écrit pour le cinéma, elle a cherché des producteurs, elle a même poussé un petit peu la carrière de Musidora, sa grande amie. Et en 1918, elle lui a vendu, parce qu'elle s'est fait payer 10 000 francs, un scénario original intitulé La flamme cachée, que Musidora a ensuite tourné et interprété. Le film est perdu, mais il nous reste des témoignages de ce travail que Colette a entamé. Elle se confronte aussi à une activité d'écriture inédite pour elle, qui est celle de l'écriture pour le cinéma, qui est un cinéma muet d'ailleurs, donc elle ne peut pas non plus se consacrer à l'écriture des dialogues. Et dans une lettre à sa chère amie Annie Despènes, Colette parle de ce travail avec une surprenante lucidité, lucidité vraiment du métier. Je la cite donc, elle nous raconte, moi, depuis 3 semaines, je fais un film. Mais oui, car je fais un film par image. Je le fais par image. Je vous montrerai ce que c'est un manuscrit par image. Et je ne suis pas peu fière d'être un des premiers écrivains qui auront fait, sans aide, un film par image. Cela n'a absolument aucun point de rencontre avec la littérature, vous le pressentez. Mais c'est une étonnante gymnastique. Comprenez-vous, mon manuscrit devient celui que serait forcé de faire d'après une nouvelle ou un scénario, et après moi, un metteur en scène professionnel. Cette relation entre l'écriture et la production est intéressante chez Colette parce qu'elle a vraiment commencé à travailler dans le cinéma en cherchant elle-même des producteurs. Donc c'est elle qui va en Italie en 1917 et cherche, va rencontrer Gerolamo Lo Savio qui était à l'époque le directeur de la Film d'Arte italiana, donc le partenaire italien de Pathé, pour le convaincre à tourner la version filmique de La Vagabonde. Elle impose Musidora en tant qu'actrice, protagoniste, et en plus, elle assistera au tournage, dont elle donnera un compte rendu dans un écrit qui s'intitule L'envers du cinéma. En fait, et j'en suis fière, je dois dire,
il y a une partie véritablement inédite dans ce petit livre, c'est-à-dire que j'ai voulu retrouver toutes les références au cinéma qui se trouvent dans les romans de Colette. Et c'est vrai que ça m'a permis de construire à travers ce fil rouge qui est fin, mais qui est toujours là, une petite histoire du cinéma, de sa naissance, de son arrivée dans des salles dédiées, du passage du cinématographe au cinéma et de l'entrée, disons triomphale, du cinéma dans les loisirs urbains et même dans les discours des gens communs qui commencent à parler du temps, du prix de la vie, mais aussi du cinéma. Et de cette manière, il est possible en effet de suivre cette arrivée du cinéma dans les romans de Colette.